Pôle santé du médiateur de la République, bonjour. Je me permets de vous appeler pour une personne qui est décédée suite à une infection nosocomiale. Mon papa est décédé le 18 août 2008. D'accord. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moi, je cherche à savoir comment je peux obtenir un dossier médical d'une personne qui est décédée au mois de janvier dans un hôpital de province. Il y a 4 ans, j'ai perdu un enfant. Donc il y a eu une autopsie de fait. On m'a pas dit clairement qu'il y a eu une erreur médicale, mais que... Vous voulez qu'ils reconnaissent l'erreur médicale? Voilà, ah oui, ouais. Au réveil de son anesthésie, déjà il m'a dit « Maman, je sens pas ma langue ». Toute la famille a été très pénalisée par cette erreur médicale. Alors, ou je le fais à l'amiable, ou je le fais avec un avocat, j'en sais rien encore. Je sais plus quoi faire, je suis vraiment perdue, donc... Bureau du médiateur de la République. Ici, tous les jours, on reçoit une trentaine d'appels de personnes qui pensent être victimes d'erreurs médicales. En France, pas de chiffre officiel, mais on estime qu'il y aurait 450 000 accidents médicaux chaque année. C'est un monsieur qui a un accident de travail, puis il a mal à l'épaule, Okay. Puis finalement, il décide d'aller voir un chirurgien qui décide de l'opérer de son épaule douloureuse parce qu'il a un arrachement du sus épineux. Donc il doit être opéré de l'épaule droite. Et puis il se réveille et il a été opéré de l'épaule gauche. Quand tu prends le dossier, tu t'aperçois que partout, tout est marqué, c'est toujours droit, droit. La feuille préopératoire, c'est droit. Tu tournes, c'est gauche. Tu tournes, il est en salle, et là, pouf, ça devient gauche. C'est-à-dire, ils ont lavé le côté droit, ils ont rasé le côté droit. À gauche et personne ne bouge. Et dès qu'il arrive en salle, l'infirmière de bloc écrit gauche et installe gauche. Ah ouais, non, et là, c'est fou furieux, là. Ouais. C'est un switch complet. Et là, c'est un switch complet. Et le chirurgien opère gauche. Reconnu. Et là, oui, il dit... voilà. C'est incroyable. C'est fou, voilà. T'as bien dormi? On va aller à l'école? Luna a 7 ans. Allez. Attends, attention à tes voilà. Attention à tes cheveux, Luna. Voilà, petit cœur. Elle aurait pu être une petite fille comme toutes les autres, mais à 8 mois et demi, une erreur de diagnostic à l'hôpital a bouleversé sa vie et celle de sa maman. Attention. Attention. Aujourd'hui, Luna doit vivre enfermée dans un corset 12 heures par jour. Là, je sais. Allez, 1, 2, 3. Luna ne marchera jamais, ne parlera jamais et ne mangera jamais autre chose que des bouillies. C'est le 15 avril 2003 que la vie de Luna et de Maya, sa maman, ont basculé. Dans la nuit, Luna a eu 39,9 de fièvre. Ça ne passait pas et elle a vomi, dans son lit, elle a vomi très fortement. Malgré l'Advil, le Doliprane et les bains plus frais, bravo, et les bains plus frais, on est allé aux urgences. Dans la nuit, donc, on a été accueillis par 2 infirmières qui ont pris Luna dans un box, qui ont été appelées l'interne de garde. Et puis qui a à moitié ausculté Luna et qui est reparti très rapidement en nous disant qu'en fait c'était une gastro et qu'il fallait lui donner de l'Advil et des Doliprane et puis lui faire manger de la banane. 24 heures plus tard, Luna va de plus en plus mal. Retour aux urgences. Le couperet tombe, elle est victime d'une grave méningite. On arrive avec une enfant qui va bien et voilà, après on repart. Enfin ça on le sait qu'après l'hôpital, mais avec une enfant handicapée qui pourrait l'être moins si le premier soir l'interne l'avait correctement auscultée.
Je lui en veux pas forcément de ne pas avoir vu que c'était une méningite ou... Je lui en veux de ne pas avoir pris Luna au sérieux. Je lui en veux de ne pas l'avoir gardée parce que dans les arbres décisionnels, on dit qu'un enfant passé 39,5 de fièvre ou presque 40, on les garde aux urgences. Moi, elle n'a pas gardé la mienne. Elle l'a à peine auscultée, elle nous a pas dit bonjour, elle est repartie, elle est parvenue lui dire au revoir. Voilà, je sais pas si c'était un mauvais jour pour elle, si elle était fatiguée ou quoi. Nous, on y était pour rien, c'était la première fois qu'on est aux urgences. Elle a négligé ma fille, tout simplement. Depuis cette nuit de cauchemar aux urgences, Maya et son mari se sont séparés et elle a arrêté de travailler pour pouvoir se consacrer entièrement à sa fille. Oui. Je me vois lui faire ça jusqu'à ce qu'elle ait 40 ans, lui nettoyer les mains avec le gant de toilette, alors qu'elle devrait se nettoyer les mains toute seule, quoi. Moi, je serai jamais mamie, Enfin, je connaîtrai pas les petits copains, je connaîtrai pas les mobylettes, je connaîtrai pas les booms, les foires entre étudiants du jeudi soir et tout. Moi, ma fille, elle connaîtra pas tout ça, quoi. Et elle connaîtra pas le fait d'aller travailler, Enfin, voilà, moi, je me sentirais toujours coupable. Pourquoi c'est tombé sur elle, quoi? J'aurais préféré que ça tombe sur moi. Et moi, j'aurais préféré que ça tombe sur moi et que moi, je meure et qu'elle, elle aille bien, quoi. C'est rien. C'est rien. Tout va bien. La maman a fait... Bah oui, tout va bien, mon cœur, c'est rien. Oh là, attention. Très bien. Quelques mois après l'erreur médicale, l'hôpital a reconnu sa part de responsabilité dans le handicap de Luna. Bah, tu finis avec tes dents. Mais 5 ans après les faits, l'assurance n'a toujours pas fait de véritable proposition d'indemnisation. Pire, elle n'a toujours pas envoyé d'experts pour estimer le coût de l'aménagement du logement de Luna. J'imagine pas comment je vais faire après pour la porter, ou enfin comment elle passera de son lit à son fauteuil. Parce qu'il y a un moment, elle va faire le même poids que moi, quoi. Plus elle va vieillir et plus il va falloir du matériel qui nous remplace. Il faudra des installations partout. Je sais très bien qu'on pourra plus faire de câlins sur le canapé, des choses comme ça. Après, je pense qu'il faut voir ça, chaque chose en son temps. Là, déjà, à 7 ans, il lui faut du matériel, ça y est, quoi. Tu chantes? Tu chantes quoi? Donc là, avec une voiture aménagée, ça serait évidemment plus facile que d'avoir des rampes. Hop là. Depuis le drame, Maya s'interroge. Et si à la place de la jeune interne de garde, c'était un médecin plus expérimenté qui avait pris en charge Luna? S'il y a un domaine où il ne faut pas se louper, c'est vraiment l'urgence. Et c'est pour ça que plus on avance dans notre métier, en âge, en expérience, plus on sait une chose. C'est que pour faire le moins d'erreurs possible, il faut être expérimenté, il faut avoir des années de route derrière soi. N'importe qui sait qu'une douleur aiguë dans la poitrine, ça peut être un infarctus. Qu'une douleur violente dans la tête et dans la nuque avec 38 et des vomissements, ça peut être une méningite, même si la plupart du temps, ce n'est pas ça. Mais lorsque ces symptômes que tout le monde connaît, qui ont été vulgarisés, n'existent pas, et là où le tableau est beaucoup plus discret, il est important que les gens qui soient là, qui soient de garde, c'est là qu'on a besoin de l'expérience de gens, aussi bien au niveau médical qu'infirmiers. On a besoin de gens qui soient capables de détecter la méningite, l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, surtout si ça n'a pas l'air d'en être un. Mademoiselle a parlé encore mal, j'ai fait 6 mg de morphine en tout. Oui. Pourtant, aujourd'hui, dans les services d'urgence en France, le personnel est plutôt jeune. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Les conditions de travail étant de plus en plus dures, les médecins expérimentés partent dans le privé ou s'installent en libéral. L'hôpital recrute des gens qui sortent des écoles, qu'ils payent donc fatalement beaucoup moins cher. Et vous trouvez de plus en plus de jeunes infirmières, de très jeunes infirmières et de très jeunes médecins dans un endroit où il faudrait une expérience où l'expérience est importante. Comme ici aux urgences de Nice.
À l'entrée, pour faire face aux 230 personnes qui se présentent chaque jour, 2 infirmiers seulement, dont Waria. Je mets un bracelet, votre nom. Vous allez voir le médecin, d'accord? Son angoisse face à l'affluence de patients, passer à côté d'un cas grave comme celui de Luna. C'est déjà arrivé. Ici? Oui. Et ça a fini comment? Ça a fini des fois bien, des fois mal. J'ai pas trop envie d'en parler. Pourquoi? Parce que ça reste... ça peut nous arriver aussi et ça reste un sujet délicat. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de santé? De santé, non. D'accord. Gaëlle est aussi à l'accueil. Très bien, ok. D'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé, je suis assis là. Il m'arrive une dame que je vois sans regarder s'asseoir ici. Et ça faisait 2 allers-retours que je faisais à mon poste et je l'entends dire, si j'avais su, j'arriverais en brancard. Voilà. Et c'est là que je lève la tête pour la voir vraiment, physiquement. Et en fait, elle avait les cheveux en l'air, comme ça, et les 2 pouces cramés. En fait, elle avait pris du jus. Voilà. Et pour nous, c'est une urgence, c'est un P1, donc, et qu'on amène en des chocs. On n'est pas là pour faire des erreurs, mais les erreurs arrivent, on est humain. Hein. Enfin, on n'est pas des machines non plus. Mais on essaye de faire ça sérieusement, après, en général, ça se passe bien. Facteur aggravant, on estime que 80% des patients aux urgences n'ont rien à y faire. Je vais vous mettre ça dans la bouche et vous allez souffler de toute votre force. Vous allez faire comme ça. D'accord? Allez-y. Dans ce box, un problème de consommation d'alcool. Tu mets ça dans la bouche, metti questo in bocca. Après. Il faut qu'il expire et après. Et dopo il souffle dedans. Voilà, il souffle dedans de toutes ses forces. Guardi me. Sta man. Ti hai capito? Allora. Ti hai capito? Guardi me, ti hai capito? Ti hai capito? No, devo spiegarti. Metti in bocca. E aspiri. Sempre in bocca. E dopo soffi. Voilà, d'un coup, fort, dedans. Voilà. Allez, vas-y. Non, vas-y. Vas-y. Non. Non. J'ai pas... Regarde-moi. Bon, impossible à faire, je vais pas passer 3 heures. Non, comme ça. Comme ça. Alors, c'est une vraie urgence ici? Ça, non, pas du tout. Là, ce qu'on fait, c'est de la bobologie, on va dire. C'est quoi la bobologie? Mince, voilà, je fais des bêtises. La bobologie, c'est des choses... on soigne des petits symptômes de rien du tout. Tu fais pas un calmant aussi? Non. Non? Allez, on s'en va. Vous êtes obligé de traiter on cette s'en va. bobologie? Parce qu'on est samedi après-midi, qu'il est 19h et que je crois qu'ils n'ont pas de médecin traitant et que la seule solution, c'est les urgences. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est que 2 en médecine, donc pour gérer toute la zone. Et d'habitude, on est 3. Ça fait perdre du temps, ça nous stresse aussi à nous aussi, parce que du coup, il faut qu'on se dépêche dans ce qu'on fait. Mais puis ça fait... disons que les patients sont moins vite pris en charge, parce que tant que les dossiers sont là, tout le monde est bloqué en fait. Face aux sous-effectifs, la bobologie, l'alcoolisme, mais aussi la solitude. Ouvrez les yeux. Vous m'entendez? Une surpopulation qui occupe inutilement le personnel médical. Allez, serrez-moi la main, monsieur Gétravien. Je vais voir la bio. D'accord. Malheureusement, tous les jours, non, mais c'est vrai, on a des patients qui sont dans l'état de ce patient alcoolisé, qui sont en situation précaire, c'est-à-dire qui vivent dans la rue. Ils nous empêchent un peu de nous occuper, de nous concentrer correctement sur d'autres patients. Pour fumer une cigarette. Il faut aller dehors, monsieur. Par là. Vous sortez sur la gauche, voilà. D'accord. C'est un problème dans le sens où ça monopolise. Voilà. Un encombrement source d'erreurs médicales. Et malgré le dévouement des équipes, l'angoisse toujours présente de mal diagnostiquer une Luna. Pour l'instant, l'assurance n'a versé à Maya qu'un acompte de 75 000 €. Bah, tout à l'heure, mon poussin.
Aujourd'hui, après 5 ans d'attente, son avocat vient enfin de recevoir la première proposition d'indemnisation. Bonjour Madame Levy. Bonjour. Comment allez-vous? Très On bien. va? Pardon. Donc, courrier de l'avocat de l'assureur du CHU qui nous fait enfin quelques propositions chiffrées après plus de 5 ans. Ces propositions sont les suivantes. Il propose pour la rente maintien à domicile qui couvre les besoins en tierce personne et en petit matériel, 30 € par nuit, 5 jours par semaine, et 60 € par nuit le week-end. Elle propose une rente pour préjudice personnel de 6 000 € par an, c'est-à-dire 500 € par mois. Et, détail amusant s'il n'était pas sordide, prendre 60% de l'appareil destiné à mixer les aliments de Luna pour 41,94 €. Ce sont des propositions, je vous dis, qui, moi, me stupéfient, m'époustouflent, tellement elles sont basses. 30 € par nuit pour la tierce personne, en estimant le coût d'une tierce personne, pour vous, charge comprise, à 20 € de l'heure, à peu près. Expliquez-moi comment vous faites avec 30 €. Donc vous trouverez personne pour vous occuper de votre fille dans sa vie de tous les jours. Il faut au moins que ce soit multiplié par 10 pour que vous trouviez quelqu'un. Mais Maya va découvrir le pire. Tierce personne, 16 heures par jour. Ce n'est pas un hasard si l'assureur propose une rente de 500 € par mois plutôt qu'un capital. Le fait qu'elle propose une rente me fait dire qu'il s'est prononcé, on se dit les choses cash, sur le pronostic vital. Voilà. Très clairement, en disant, eux, ils sont dans une logique comptable qui est insupportable. Ça veut dire quoi, pronostic vital? Ça veut dire que, très clairement et très cyniquement, quelqu'un qui est destiné à vivre jusqu'à 80-90 ans, ils vont plutôt lui proposer un capital. Et ils se disent que lorsque la perspective d'évolution et que on ne peut pas prévoir la durée de la vie de la personne qui est expertisée, ils proposent plutôt une rente. Ouais, je peux plus. Ça veut pas dire... J'y avais jamais pensé. Je suis en train de dire, mais si, c'est vrai, peut-être que ma fille va mourir à 30 ans. J'y avais jamais pensé. Les médecins en qui vous avez confiance, qui connaissent Luna depuis des années, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais rien, mais qu'elle va pas... Enfin, qu'elle... Voilà, si elle avait dû mourir, c'était dans les 48 ou 72 heures. Enfin, voilà, c'est une petite fille qui a eu une maladie grave, mais la maladie n'est pas évolutive, elle est handicapée. On est d'accord. On n'a jamais dit que elle allait avoir les poumons... On est d'accord. J'en ai marre. Je sais. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, que vous en ayez marre. Et qu'on laisse tomber. Vous voulez boire un coup? D'eau? De café? De whisky? Allez, yalla. Ouais, allez Maya. Ce qui veut dire que nous, non seulement on n'accepte pas un RMI handicap à 500 € par mois, mais qu'on exige, au-delà d'une rente, un capital. Parce que les médecins qui connaissent Luna, qui la suivent depuis des années, en qui vous avez confiance, vous ont dit l'inverse. Qu'est-ce que Luna leur a fait, quoi? Luna leur a rien fait. Le problème, c'est que Luna, c'est le dossier 0800069 pour eux. C'est une logique comptable et c'est le signe du cynisme. Et en fait, je pense que là, on arrive à un point
ou mais maintenant, il faut saisir le tribunal. Luna touchera 500 € par mois jusqu'à sa majorité, âge auquel l'indemnisation sera révisée. En tout, 108 000 € alors que l'avocat prévoit que pour vivre dans son état, elle en aura besoin de 10 fois plus. 1, 2, 3. Jean-Luc, lui aussi, fréquente beaucoup les hôpitaux. Il est malade, mais c'est un malade professionnel. Il est payé par le ministère de la Santé et par les hôpitaux et cliniques d'Aquitaine pour y tester la sécurité et faire diminuer les erreurs médicales. Je suis un patient fictif, un patient qui va arriver aux urgences et qui ensuite va faire le parcours d'un vrai patient, donc, qui va passer ensuite à la radiologie, qui sera pris en charge par un brancardier et qui ira dans un service. Et ce qu'on va tester, c'est les contrôles, les vérifications de l'identité par chacun des professionnels qui me prendra en charge. Car l'inversion d'identité peut aussi être source d'erreurs médicales. Ces erreurs sont assez fréquentes parce que bien identifier un patient, c'est-à-dire donner le bon soin au bon patient, c'est assez complexe parce qu'on a pas mal de situations dangereuses, par exemple des homonymies. Il y a des noms qui sont assez fréquents dans la région et si plusieurs patients sont hospitalisés en même temps et en particulier dans le même service, parfois dans la même chambre avec le nom, il peut y avoir des risques de confusion. Elles peuvent avoir des conséquences très graves. Par exemple, ça peut être un patient qui est opéré à la place d'un autre, pas forcément du bon côté, du bon organe. Et ça peut être aussi un patient qui va prendre le médicament du voisin. Par exemple, dans un de nos établissements, le patient a pris un traitement antidiabétique d'un autre patient et s'est retrouvé en réanimation. Donc vous voyez que ça peut menacer le pronostic vital et même entraîner le décès dans les situations les plus graves. C'est cet établissement de la région bordelaise que Jean-Luc va piéger. Le personnel a été prévenu qu'un patient fictif débarquerait dans l'année, mais ne connaît bien évidemment ni le jour ni l'heure de son arrivée. Je monte aux urgences. Pour pouvoir suivre l'expérience, nous nous sommes équipés d'une caméra cachée. Officiellement, nous sommes des amis de passage et Jean-Luc a eu un malaise alors qu'il venait nous chercher à l'aéroport. Jean-Luc, lui, est déjà dans la peau du patient. Bonjour. Il a fait un malaise, alors... Oh là là, attendez. Ah ben, lui. Il a signé tout, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il conduisait et il conduit. Hein? Qu'est-ce que t'as senti quoi? Est-ce que vous auriez vos papiers sur vous, monsieur? Carte vitale, mutuelle, une carte d'identité? Jean-Luc est aussitôt conduit en salle d'examen. Salut-vous en salle d'attente, je m'occupe de lui. Ouais, j'en irai, Jean-Luc. Pendant ce temps, on tente de vérifier son identité. Il a rien sur lui. Il a rien du tout? Il part sans rien, lui. Jean-Luc n'a volontairement pris que sa carte d'électeur. C'est incroyable. Vous connaissez son adresse? Il est à Pessac, il habite à Pessac. Non, là, c'est pas la bonne? Non. Donc il a fait un malaise avec une perte de connaissance. Oui, très rapide. Très rapide, on a juste eu le temps de s'arrêter, comme ça, et puis bon, il est revenu quand même. Aucun moyen d'identifier le patient, une situation classique aux urgences. Mais les gens, ils arrivent à me fournir quand même la vitale ou la mutuelle, mais j'ai pas la carte d'identité. La carte d'identité, c'est quand même le plus important, parce que la carte vitale, il y a trop d'erreurs avec les cartes vitales. Et hier, j'ai eu encore un problème de date de naissance. La carte vitale, c'était un 1er mai, alors qu'il était né le 14 mai. Voilà. Donc là, comme là, je suis obligée de me fier à pas grand-chose. Ça me gêne. La secrétaire de l'accueil va aussitôt placer au poignet de Jean-Luc un bracelet avec les informations qu'elle a récoltées sur sa carte d'électeur. C'est désormais sa seule identité. Une identité que chaque membre du personnel qui s'approche de Jean-Luc est censé vérifier pour éviter les erreurs médicales. Vous êtes inquiet? Bah oui.
Je vais lui dire, et puis dès qu'on peut vous faire rentrer dans la salle, on vous fait rentrer. C'est gentil, madame. Pendant qu'il est seul avec le médecin, Jean-Luc va lui révéler qu'il est le patient fictif et, avec sa complicité, changer les informations sur le précieux bracelet. Ah oui, j'ai demandé qu'il change mon bracelet original. C'est moi qui l'ai fait faire, volontairement, pour voir si ça l'apercevait. Désormais, il est Madame et non plus Monsieur Quenon, Jean et plus Jean-Luc, et il a été rajeuni de 20 ans. Comment il va? Les paramètres sont à peu près corrects, l'électro est bon. Ouais. L'objectif est de tromper cet infirmier qui maintenant va le prendre en charge. Ouais. Le médecin l'a vu, il va avoir droit à comme une échographie abdominale et radio-abdominale. Mais très professionnel, l'homme s'aperçoit aussitôt de l'erreur. Vous pouvez rien voir, quelques cartes s'il vous plaît? Carte bancaire, c'est tout? Non, parce qu'il n'y a pas de tête d'identité sur une carte bancaire. Il y a une carte électorale. Jasmine, j'ai une information incomplète pour un patient en salle d'urgence. Monsieur Quenon. Voilà. Il se prononce pas Jean, mais Jean-Luc. Voilà, c'est un monsieur. Et non pas une dame plus le bord de radio. Il est né le 16/5/58. Non pas le 16/5/78. Non. Donc il faudrait refaire des étiquettes avec les bonnes coordonnées, le bon sexe du patient ainsi que la bonne date de naissance. La jeune femme de l'accueil qui avait relevé l'identité de Jean-Luc revient changer le bracelet. En voulant enlever le bracelet parce que c'est pas la bonne idée. Excusez-moi. Bien sûr, elle est perplexe. J'ai pas compris ce qui s'est passé en tout cas. Mais elle nous fait une confidence plutôt inquiétante. Il faut savoir qu'on a un logiciel qui n'est pas du plus de top. Hein. Des fois, ça nous met madame alors que c'est monsieur, ça nous met que c'est féminin alors que c'est masculin, ça arrive fréquemment. Effectivement, il faut s'en apercevoir et modifier. Vous n'êtes pas aidé? Non, on n'est pas aidé, non. Normalement, ça devrait s'arranger à partir du mois de septembre. Ah bon? Non, au mois de septembre, on change le logiciel. Ben, si vous n'êtes pas aidé, on n'est pas rassuré. Jean-Luc est maintenant conduit au service de radiologie. Malgré son état de santé, personne ne panique et tout le monde prend soin de vérifier que c'est la bonne personne au bon endroit. Pour l'instant, ça se passe bien. Parce que la tentation, ça pourrait être évidemment de soigner. Il faut soigner très vite. Et puis de zapper complètement ça. On verra ça plus tard, on ne le voit jamais. Ça, vous l'aviez vu ailleurs? Ah oui. Je l'ai vu ailleurs, le précédent établissement. Voilà, on va commencer par vous faire une radio. En radiologie, c'est Philippe, un nouveau brancardier, qui prend maintenant Jean-Luc en charge, mais nous ne sommes pas autorisés à entrer dans la salle. Je m'excuse, mais là... Bon, on reste là, Jean-Luc. Au niveau des rayons, je m'excuse. Ah. T'es là. On est là pour 2 minutes. On attend là, merci. Une fois son identité vérifiée, Jean-Luc révèle à nouveau qu'il est le patient fictif. Le brancardier a réussi le test à un détail près. Vous avez fait quoi, vous? Ben moi, j'ai mon bon, là, je regarde le nom du patient, je lui ai demandé son nom, il me dit oui, je regarde sur son bracelet si le nom correspond. Ah oui, d'accord. Une triple... Voilà, à partir de là, si moi tout correspond, je fais l'examen, après je remets dehors, ça remonte, et puis voilà quoi. Vous m'avez pas demandé mon nom, vous m'avez dit. dit... Je vous demandais si vous êtes bien monsieur Ganon Jean-Luc. C'est pas tout à fait la même chose. Ah. Il vaut mieux me demander comment je m'appelle. Il vaut mieux demander à la personne quand elle est communicante. Moi, j'étais fatigué, mais communicant, il valait mieux me demander comment vous appelez, quel est votre nom et quel est votre prénom. C'est maintenant au brancardier de radiologie, qui est dans la confidence, d'essayer de tromper la vigilance d'un de ses collègues. Il l'appelle et lui demande de remonter un certain monsieur Robinet en médecine générale. Je fais remonter le monsieur. On l'installe? Ensuite? Je vais faire une consultation. J'appelle le brancardier. Monsieur Robinet est un vrai malade, mais qui est déjà dans sa chambre. Voilà, tu pourras me remonter ce monsieur, c'est monsieur Robinet. Chambre 345. 345, ok, voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Monsieur Robinet. Oh, pardon, ouais. excusez-moi.
Comment? Le brancardier a bien posé la question, mais n'a pas attendu la réponse et surtout n'a pas vérifié le bracelet. En plus, Jean-Luc n'a aucun dossier médical avec lui pour prouver son identité. Et le dossier? Ça suit, non? Ben non, c'est sûr. Arrivé au 3e étage, surprise, les infirmières n'attendent personne. Salut Christine. Tu étais au courant? Alors le brancardier vérifie pour la première fois le bracelet. Peut-être bien monsieur Robinet. Non, peut-être que c'est moi qui me fais plus. Attends, je vais appeler parce que là, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à la campagne? Oui, on l'a Oui, Philippe, comment tu m'as dit qu'il s'appelait le patient? Oui. Non, c'est pas ça, Philippe. Hein. Ça, c'est monsieur Quénon. Voilà. Donc, ce monsieur, il va aux urgences, alors, hein? D'accord. Ok. Bah, excusez-nous, ça m'étonnait aussi. Vous avez entendu comment tout à l'heure quand il a dit monsieur Robinet? Vous étiez juste à côté. Non, j'ai pas fait attention. Bon, alors, on va redescendre aux urgences. Excusez-nous pour la balade. Une balade qui aurait pu, en cas de vraie urgence, être fatale aux patients. Oui. Fin de l'exercice, le test aura duré 2 heures. Tout le personnel va maintenant débriefer avec Jean-Luc. Donc juste pour dire qu'en termes de sécurité, là, de l'identification, donc on vous a mis en difficulté, ça vous l'avez bien compris. Première chose intéressante, effectivement, je me méfie de l'identité. Jusqu'à preuve du contraire, elle est à vérifier. Donc on a vu un peu d'agitation. Et tout ça, ça nous a fait plutôt bonne impression. Hein. Ce qui aurait été une très mauvaise impression, c'est je m'aperçois d'une erreur et finalement, je dis rien et c'est pas mon problème. Les choses, voilà. En plus, la matinée était un peu, à peu près identique à la situation, c'est-à-dire que les gens qui arrivaient sans documents, sans papier. Et voilà, donc il fallait absolument obtenir ces documents. Voilà, c'est tous les jours comme ça, bien sûr. Une situation crédible. Je propose qu'on passe, si vous en êtes d'accord, on est arrivé à la radio. Alors les collègues de la radio, voilà. Donc on a dit, voilà, donc il faut remonter dans sa chambre un patient qui est hospitalisé, qu'on a ici à la radio. Il est dans un brancard dans le couloir, point. Hein, donc l'idée, si on n'est pas vigilant, ben, le premier brancard qu'on trouve, hop, 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 tac. Et donc moi je suis arrivé, j'ai demandé à Philippe quel était son nom, il m'a dit c'est monsieur Untel. Donc je suis venu vous voir, je vous ai demandé si vous étiez bien monsieur Untel. Comme vous n'étiez pas bien, vous m'avez dit Les amis n'ont pas confirmé. Donc, et c'est là que moi j'ai fait l'erreur de ne pas vérifier par rapport au bracelet si vous étiez réellement ce patient. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le brancardage est souvent une étape qui peut être une étape à risque. Hein, donc, alors, oui, ce que je voulais dire aussi, pour terminer, c'est qu'à ce moment-là de la prise en charge, on pense que le patient peut être... on fait confiance à nos collègues, parce qu'à ce moment-là, il y a eu la prise en charge à l'accueil, il y a eu la prise en charge par l'infirmier, il y a eu la prise en charge par le docteur, il y a eu la prise en charge par le secrétariat de la radio, et il y a eu la prise en charge par la radio elle-même. Donc on arrive quand même en 6e position. Donc l'erreur peut être à ce moment-là beaucoup plus facile, parce qu'on s'est dit il y a déjà eu pas mal d'identifications à ce moment-là de la prise en charge. Ce qui est important, c'est toujours d'essayer de multiplier les sources d'informations. Donc toujours patient, donc là on l'a vu, le patient est un peu défaillant, c'était moi, hein, je n'ai pas aidé le collègue. Vos amis non plus. Les amis non plus. Ça peut être le dossier, donc là on ne l'avait pas. C'est vrai que si on a vu le dossier, il était important aussi de vérifier si ça concordait avec le dossier. Ça n'arrive jamais. Un malade directement de la radio. Je ne sais pas si on peut dire que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais jusqu'au jour où... Non, madame Joly, ça n'arrive jamais de monter. Non, je suis désolée. Le brancardier peut pas... Non, on peut demander à un brancardier de remonter un patient qui n'est pas bien, etc. et de dire je fais suivre le dossier après. Donc vous l'accompagnez, si. Non, je vous assure, ça ne vous est pas arrivé jusqu'à présent, mais ça pourrait être un scénario qui arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit on monte ce malade dans le service et on fait suivre son dossier après. Je suis désolée, si vous faites à un moment donné, ça peut arriver. C'est exceptionnel sûrement, mais ça peut arriver. Ce qui aurait été dangereux, c'est de dire bon, je ne me casse pas la tête, c'est pas comme d'habitude, Non, c'est pas comme d'habitude. Attention, danger. Voilà.
Dans 80% des cas, c'est une succession de petites erreurs non rattrapées à temps qui entraînent l'accident médical. Pour Anne, ce n'était pas une urgence, mais une opération plutôt courante et programmée longtemps à l'avance. Je suis rentrée pour une opération. Bon, j'avais quand même peur, mais j'étais confiante. Et puis, le jour de l'opération, quand j'ai été remontée dans ma chambre, j'ai vu mon mari à côté de moi qui pleurait. Je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être parce que justement je m'étais fait opérer, et puis bon, ben, il avait la peine de me voir comme ça, quoi. Mais après, j'ai vu le chirurgien. J'étais quand même un peu dans le cirage. Et le chirurgien s'est excusé de l'erreur qu'il y avait eu au bloc opératoire. Bon, je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Et puis, au fur et à mesure que je me réveillais un peu mieux, j'ai mis la main sur ma poitrine et c'est là que je me suis aperçu que les deux étaient partis. Je n'avais plus de poitrine du tout. Anne était entrée pour se faire opérer d'un cancer du sein. L'équipe chirurgicale s'est tout simplement trompée de côté. Ce qui m'étonne le plus, c'est que l'humour un peu macabre de l'assistant du chirurgien, ouais, peut-être, qui est venu me voir en me disant que tout s'était bien passé, que maintenant, j'aurais plus de cancer du sein, vu qu'on les avait enlevés tous les deux, quoi. Et pour la reconstitution, c'était pareil. La reconstitution serait beaucoup plus simple, vu que j'avais plus de poitrine du tout, et que ça serait beaucoup plus simple pour les mettre à niveau, comme ils parlent dans leur jargon, quoi. Bon, là, bien sûr, on a envie de lui envoyer la première chose qui nous passe entre les mains, quoi. J'ai du mal à me regarder dans la glace, j'ai du mal à réaliser quand même qu'il me manque une bonne partie de moi, quoi. Avant cette opération, j'étais une femme coquette, j'aimais bien, surtout quand j'allais chez des gens, essayer de me peigner, de me maquiller. J'avais des bijoux, maintenant je n'en porte plus. C'est vrai que depuis l'opération, je n'ai plus mis un seul bijou. À l'été, j'aimais bien qu'elle ait des petites robes, pas décolletées, mais avec au moins le haut ouvert, comme sur cette photo par exemple. Effectivement, maintenant, elle a tendance à mettre des cols roulés. Mais bon, c'est toujours ma femme, et donc ça change rien. Je l'aime comme elle est. Le couple découvre lui aussi le cynisme du système des indemnisations. Donc j'ai pris conseil auprès d'un avocat. Lui m'a expliqué qu'au niveau des préjudices, les avocats de la partie adverse allaient certainement mettre en évidence qu'Anne a 65 ans, qu'elle n'aura plus d'enfants, qu'elle n'allaitera plus ses enfants, qu'à son âge, on ne se promène pas sur la plage les seins nus, et que, de toute façon, l'indemnisation sera au minimum de ce qui est prévu par les décrets. À 65 ans, en fin de compte, on est pratiquement une personne pratiquement finie, et carrément mise de côté, quoi. En fin de compte, on nous propose, je n'ose pas le dire, on nous proposerait une injection létale, ça serait pareil, quoi. Bon. Vous avez vécu comme ça? Un peu, oui. Selon Anne et Jean-Marie, une indemnisation amiable n'aurait pas excédé 5 000 €, alors ils vont au procès. Une façon aussi d'obtenir des explications. Nous sommes allés essayer de comprendre ce qui s'était passé dans cet établissement pourtant réputé. Ici, on fait 1200 opérations du sein par an et c'est la première erreur de côté. Pour nous, la directrice générale a accepté de revenir sur les lieux de l'erreur. Effectivement, il y a une personne qui fait la préparation, mais il y a toujours un vis-à-vis qui vérifie. Il y a l'équipe médicale qui arrive et qui a revérifié. Et il n'était pas sur le bon côté. Et il y a au moins 3, voire 4 personnes, si on comprend l'équipe anesthésie, qui certes est quand même plus occupée anesthésiée, qui n'a pas réagi
en entendant côté gauche et en ne réalisant pas qu'ils étaient du côté droit, finalement. C'est ça, c'est une erreur humaine presque collective, quoi. C'est-à-dire qu'on disait côté gauche, côté gauche, côté gauche, et on installait le champ côté droit. Voilà, et on intervenait sur le côté droit, et personne n'a réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Le regard de la personne de l'équipe des personnes de l'équipe qui préparent la patiente, au lieu de croiser, puisque là, ma droite correspond à votre droite ici, donc il faut que je regarde à votre gauche finalement, ne se croise pas et prend le même côté, et donc le mauvais côté, le côté qui ne doit pas subir d'opération. C'est une grosse journée C'était une journée comme toutes les journées, on va dire. Hein. Il n'y avait rien de particulier, de plus ou de moins ce jour-là que les autres jours. Et des équipes qui sont nombreuses, donc de temps en temps on peut dire qu'il y a eu quelque chose de raté parce que l'équipe n'était pas en nombre suffisant. Là, c'est pas vrai du tout. À un moment, ils étaient 6 dans la pièce, donc on ne peut pas dire qu'il y avait de sous-effectif. Hein. Depuis, l'équipe a trouvé une solution toute simple, un feutre indélébile pour marquer le sein à opérer. Et c'est le chirurgien lui seul, qui doit faire ce marquage sur les patients qui ne sont bien sûr pas endormis. C'est avant l'anesthésie, donc soit en chambre avant d'aller au bloc, soit dans le sas avant de rentrer en salle d'opération. Et s'il n'y a pas ce marquage, le patient ne rentre pas dans la salle et n'est pas endormi. Une checklist avant décollage, s'il te plaît. Checklist avant décollage, commande de vol. Vérifier. Vérifier. Anti-ice. Vérifier. En décollant piste 14 gauche. Vérifier. Checklist terminée. Si, bah écoute, moi je suis prêt, tu peux lui demander l'alignement décollage, s'il te plaît. Dernière technique pour lutter contre les erreurs dans les hôpitaux, la checklist comme dans l'aviation. Nous sommes à la clinique de l'Yvette. Ici, avant chaque opération, on procède comme avant un décollage. Bonjour, chère madame. Ça va, vous n'avez pas froid? Non. Parfait. Donc, madame Nathan Henriette, vous êtes née le 20 mars 1920. Exactement. Alors, c'est le docteur Delaunay qui s'occupe de vous. Et on va faire une PTH, une prothèse totale de hanche. Prothèse totale de hanche gauche. Gauche. Alors, vous allez me montrer votre côté gauche, s'il vous plaît. Parfait. Ce matin, la checklist est testée dans la salle d'opération du docteur Christian Delaunay. Il est chirurgien orthopédiste. Bonjour. Une spécialité où le risque d'erreur de côté est fréquent. On va passer à côté. On a 2 bras, 2 jambes, donc on a 10 doigts, 10 orteils, donc les risques d'erreur, le 2e orteil pour le 3e orteil, l'index pour le majeur, ce sont des choses qui sont... Le risque est fréquent, la survenue véritablement de l'accident est très rare, mais elle n'est pas nulle, et on a tous été confrontés à une erreur qui a été au bout. Vous, ça vous est déjà arrivé? Bien sûr, ça m'est déjà arrivé, une fois. Une erreur de côté? Une erreur de côté. C'était une erreur neurochirurgicale sur une trépanation en urgence, il y a de cela 35 ans à peu près, lorsque j'étais en formation neurochirurgicale, et l'équipe s'est trompée de côté à 4 h du matin sur une préparation de crâne à trépaner. Donc il a fallu effectivement se rendre compte qu'on était du mauvais côté et tout rechanger et trépaner de l'autre côté, ce qui effectivement était tout à fait préjudiciable. Bon, on y va? On fait la partie anesthésie de la checklist, s'il vous plaît. Alors, Catherine, donc, madame Nat, donc prothèse totale de hanche à gauche. Au niveau des allergies, donc sulfamide, iode et pénicilline. Monsieur Delaunay, les pertes sanguines prévues sont de 300 cc environ. Dernière précaution, le comptage des compresses. Ah ben, si on en oublie une, c'est un petit peu embêtant quand même. Hein. Ça peut donner des infections, ou voilà. Puis c'est vrai que quand ça saigne, on en met une dans un coin, elle a vite fait de s'imbiber et on la voit plus. Donc il faut vraiment compter et avoir le même compte à l'aller et au retour. Voilà. Ok, bon ben nous on va commencer alors. Incision. Ce qui est différent par rapport à avant, c'est que toutes ces choses-là se faisaient depuis longtemps, mais chacun le faisait de son côté, sans qu'il n'ait annoncé aux autres qu'il l'avait fait. On partait du principe que c'était fait, ce qui était le cas le plus souvent.
De temps en temps, pour une raison X, Y, c'était oublié par un des professionnels qui était très occupé, débordé et oubliait quelque chose. Et il n'y avait pas moyen de s'en rendre compte. Donc on se rendait compte généralement après, zut, j'ai oublié ça. Là, on a tous vérifié ensemble que chacun avait fait son boulot. Chaque complication évitée, c'est un patient qui va avoir moins de soucis. C'est bon pour tout le monde. C'est un praticien qui sera moins poursuivi. C'est un patient qui aura moins de séquelles. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. La chirurgie orthopédique, c'est 25% des procès pour complications. En France, nous avons, les chirurgiens orthopédistes, le triste privilège d'être les plus poursuivis de toutes les professions à risque, c'est-à-dire chirurgie, anesthésiologie et gynéco-obstétrique. On a ce triste privilège et actuellement, à peu près d'après les dernières statistiques, un chirurgien orthopédiste peut être confronté statistiquement à une action tous les 3 ans. Vous avez déjà été mis en examen? J'ai déjà été mis en examen à 4 reprises, la dernière fois en 2002, sur une opération qui avait été effectuée en 1992. C'est pour vous dire avec quel retard et quel délai parfois les actions peuvent être entreprises. Depuis 2002, je ne peux pas toucher du bois, mais je suis pour l'instant relativement serein. Et je sais qu'à tout moment, cette situation peut arriver avec un patient que j'ai opéré il y a quelques années. Ça peut arriver à tout moment, donc c'est peut-être en ce moment où je vous parle, il y a peut-être une action qui va se déclarer et dont je vais être tenu informé par courrier en remontant tout à l'heure, ouvrir mon courrier. Donc c'est quelque chose qui est en permanence un petit peu à l'état latent. Pour l'instant, à chaque fois qu'il a été confronté à la justice, Christian Delaunay a toujours été mis hors de cause. Mais depuis, prudent, il préfère décourager certains patients de passer sur sa table d'opération. Prenez place. Aujourd'hui, il reçoit un homme qui veut se faire opérer du genou. Qui dit chirurgie dit risque chirurgical. Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver si on vous opère? C'est de la chirurgie relativement lourde. Et évidemment, si une complication survient et si elle est grave, ça peut vous conduire à regretter votre décision. Alors, c'est quoi ces complications? Qu'est-ce que vous risquez vraiment si vous vous faites opérer de votre ligament croisé antérieur? Vous risquez 3 grandes complications. L'infection, la raideur et les complications thromboemboliques. Je vous dirais en gros 2-3% de complications. Ce qui est quand même pas rien, d'accord? Dont 1% de complications vraiment sérieuses. C'est l'infection, quoi, en gros. C'est vraiment l'infection qui est le plus grave. Tout ça, il faut que vous l'étudiez, que vous y réfléchissiez et que vous fassiez votre propre opinion. Nous, on ne peut que vous importer de l'information, vous dire ce que vous risquez en faisant et ce que vous risquez en ne faisant pas. Et il y a un moment, on va vous dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? Car c'est vous qui allez décider. C'est trop, c'est un peu trop, trop de choses en même temps. C'est complet, mais c'est clair. Je pensais pas qu'il y avait autant de risques. Je pensais que c'était beaucoup plus bas quand même, mais encore plus bas. Le patient qui compte se faire opérer éventuellement d'une chirurgie de confort doit bien réfléchir au retentissement de sa pathologie dans sa vie de tous les jours. Si sa vie de tous les jours est très peu perturbée par cette pathologie, il doit sérieusement réfléchir à l'idée de ne pas se faire opérer, pour ne pas risquer de se trouver plus invalidé après qu'avant, même si ces complications sont rares. Lorsqu'elles arrivent, c'est épouvantable. Et si vous êtes en parfaite santé avant une intervention et que vous êtes moins bien après, il est évident que vous n'êtes pas satisfait et que vous allez chercher réparation. Chaque année, sur 15 millions d'hospitalisations, on estime de 10 à 20 000 le nombre de morts suite à un accident médical. C'est peut-être ce qui est arrivé au fils de Thierry. Tous les dimanches, ils avaient l'habitude de faire du vélo ensemble, jusqu'au jour où Maxime, 15 ans et demi, fait une chute. C'était le dimanche 21 septembre 2008, dans ce bois, au cours d'un entraînement, comme ils en avaient fait des dizaines ensemble. Il descendait là, par là. Ici, il contournait l'arbre en vélo. Il redescendait. Voilà. Il descendait là en bas. Là, il apprenait à prendre le dévers. Et ensuite, il remontait là. Bon, là, c'est complètement défoncé.
Il remontait en vélo ici. Et là, il passait cette petite butte en faisant bien le petit geste. Voilà. Là, si vous voulez, le vélo, il est venu. La roue avant a plongé, mais il n'a pas fait le geste comme on fait en ski pour absorber une bosse. Et son vélo a fait un soleil, quoi, hein, voilà. Tout simplement, et il s'est retrouvé là en bas, dans le creux. Et il s'est pris le bas du ventre dans le guidon, quoi. Hein. Et après, continuellement, il s'est plaint là. Et il restait recroquevillé sur lui-même, on l'a porté à l'extérieur de la forêt, hein, tous ensemble. Vous avez bien vu que c'est pas très loin. Et on l'a amené aux pompiers qui étaient déjà présents quand on est arrivé devant, quoi. Hein. Donc la prise en charge d'ici, de la chute jusqu'à devant, au moment l'appel téléphonique et le ramener devant, il y a eu 10 minutes, même pas 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Donc une prise en charge de ce côté-là hyper rapide, quoi. Qu'est-ce qu'il adorait ici. C'était vraiment son... Il aimait être là. Il était heureux ici. Quand je l'amenais ici, il était... Quand on allait rouler derrière, à chaque fois, il me disait « Allez hop, on retourne, on retourne. » Mon Dieu. Maxime adorait le cyclisme. Il venait d'être accepté dans l'équipe de France Junior, mais il n'a pas survécu à son séjour à l'hôpital. Là-bas, ils ont diagnostiqué rupture de la rate. L'échographe nous a dit qu'il fallait vite l'emmener au bloc. Il l'a emmené au bloc. Et là-bas, on nous a expliqué ce que consistait à l'ablation de la rate. Et que c'était quelque chose de bénin, qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète ou quoi que ce soit. Et malheureusement, 1 heure plus tard, il ressort du bloc opératoire, on le retrouve en réanimation, non opéré. Finalement, pour éviter l'ablation de la rate, le médecin qui est d'astreinte décide par téléphone et sans voir Max de le transfuser à haute dose. Et toute l'après-midi, ils n'ont fait qu'une seule chose, donner du sang et du sang. Au fil des heures qui passaient, tout gonflait. Je veux dire, son ventre gonflait, sa poitrine aussi gonflait. À un tel point que quand je suis allée lui chercher son pyjama en fin d'après-midi, on a dû, Thierry et moi, lui déchirer, couper l'élastique du bas de son pyjama. C'était la preuve qu'il avait, je sais pas, pris 10, certainement bien 10 cm de tour de ventre. Et ça ne les a pas fait réagir. C'était le sang, ça? C'était, oui, dû au sang, l'hémorragie, tout ce qu'on lui a, oui, à l'hémorragie, son sang à lui, plus tout le sang qu'on lui a rajouté, tout lui est rentré dans le ventre et ça gonflait, ça gonflait. Tout le monde sait aujourd'hui, on le sait, que quand on entame une transfusion sanguine, il faut systématiquement mettre une sonde urinaire. Et il n'en avait pas. Sinon, le sang n'est plus filtré par les reins. Filtré par les reins et ça se mélange au sang et voilà, et c'est la catastrophe, c'est l'empoisonnement, quoi. Hein. Et le chirurgien était où alors? Ils ne savent pas où il était. Alors, attendez, si c'est un membre du personnel de l'hôpital, s'il est d'astreinte en bloc opératoire en cas où il y a un problème, je ne sais pas, c'est quand même à eux de savoir où est cette personne, quoi. Hein. En tout cas, nous savons aujourd'hui qu'il a été appelé à plusieurs reprises le dimanche après-midi et qu'effectivement, la seule chose qui était dite par ce chirurgien, c'est on continue le remplissage. Ce monsieur a demandé à remplir Maxime de sang sans qu'il l'ait visualisé, ni ausculté, ni palpé. Maxime est au plus mal quand ce dimanche soir-là, le personnel demande à ses parents de quitter l'hôpital. Thierry et Caroline ne reverront plus jamais leur fils conscient. Le lendemain matin, quand ils retournent le voir, Maxime est dans le coma. Une infirmière est venue nous chercher pour aller voir Max. Et là, c'était des images qui restent dans nos têtes jour et nuit.
Le lundi après-midi, on a essayé de lui masser les jambes. On les bougeait plus. Les mains, elles étaient recroquevillées. J'ai demandé à une infirmière, mais je peux même pas lui masser les mains. Elles sont toutes dures. Il était raide. Il était tout raide. Il était raide et froid. Et aujourd'hui, on vit avec ça. Toutes les nuits, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, ça revient, ça se ressasse, ça revient. Comment vous avez compris que c'était fini pour votre fils? Mardi soir, vers 11h30, il a fait son premier arrêt cardiaque. Ils l'ont réanimé. Et c'est là que tout le monde m'a regardé en baissant les yeux. Et on avait compris que... J'ai fait des signes pour savoir si c'était bon. On m'a fait comprendre que c'était pas bon. Et là, tout le monde est parti en courant. Tout le monde a vidé la salle. Il n'y avait plus qu'une infirmière avec nous. Moi, j'étais accroché à Max. Et cette personne m'a pris par le bras. Caroline est sortie en pleurant. Et cette personne m'a dit « Battez-vous, ce qu'ils lui ont fait n'est pas normal ». Il y a du mensonge dans l'air, quelque chose de phénoménal. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on n'ait jamais été reçu par qui que ce soit de l'hôpital. Ça, moi, j'arrive pas à le comprendre. Encore aujourd'hui, personne de l'hôpital nous a téléphoné pour nous dire « Écoutez, on est désolé. Est-ce qu'on pourrait en parler? Ça nous ferait du bien, peut-être. Mais aujourd'hui, au début, mais je sais pas si aujourd'hui, je pourrais encore leur parler à ces gens-là. Non. Il y a différentes attitudes du médecin face à une erreur médicale. D'abord, il y a celui qui ne veut pas l'admettre. Je suis au-dessus ou juste en dessous de Dieu, je ne sais pas encore, mais je suis tellement haut que je ne peux pas avoir commis la moindre faute. Malheureusement, il y en a encore un grand nombre, plutôt ceux de l'ancienne génération, je ne vous le cache pas, mais il reste encore des individus qui se considèrent comme les meilleurs, quoi qu'il arrive. Et que c'est la faute à pas de chance, ou la faute de l'infirmier, ou de l'interne, qu'importe. Donc pour cela, il n'y a aucun espoir de leur faire admettre quoi que ce soit et qu'ils puissent avoir un discours intelligent avec la victime. Et puis, il y a certainement un grand nombre de médecins qui souhaiteraient s'exprimer, mais qui ne peuvent pas le faire parce que soit leur employeur direct, l'hôpital, la clinique, vont leur interdire, tout simplement, parce qu'il y a un problème d'image, de conséquences économiques. Et puis il y a les assureurs, en effet, qui ont un rôle considérable dans ce domaine, puisque ce sont finalement les derniers décideurs. C'est bien évidemment eux qui vont rédiger les chèques, qui vont les signer, et qui peuvent imposer à chacun de leurs assurés de garder le silence et d'en aucune façon de dire la vérité. Aujourd'hui, Thierry et Caroline vivent seuls avec le souvenir d'un fils qu'ils ne verront pas grandir. Ils ont porté plainte contre l'hôpital pour homicide. Laura, la grande sœur de Maxime, elle, a préféré écrire une lettre au chirurgien pour ce premier Noël passé sans son frère. Cher docteur M, tu te rappelles de mon petit frère. Il n'avait pas 16 ans, c'était un champion. Il était promis à un brillant avenir. Si tu avais fait ton métier avec autant de passion que Max vivait la sienne, il serait encore parmi nous. Un jour, il te réclamera des comptes. Le soir de Noël, quand brilleront les yeux de tes enfants, et une pensée pour ce vitreux de mon petit frère. Je te souhaite un joyeux Noël, triste et froid, comme sera le nôtre. Laura, sa sœur. Bonjour. Thierry et Caroline ont aujourd'hui rendez-vous chez leur avocat. Depuis 6 mois, ils réclament le dossier médical de leur fils. Leur crainte, qu'il ait été volontairement falsifié par l'hôpital. Est-ce qu'un dossier médical peut être bidouillé? Je serais bien naïf de vous répondre non. Il y a des enjeux financiers. Il y a des responsabilités pénales. Il y a certainement trop d'enjeux pour ne pas croire que des dossiers peuvent être maquillés. J'ai eu l'occasion de constater que des dossiers ont été modifiés. Et c'est fait en généralement grossièrement. Les fois où on s'en rend compte, en tout cas, l'écriture n'est plus la même dans la même phrase, à la limite. J'ai vu des choses aussi invraisemblables. Alors il est dit, mais j'ai pas de preuves, donc je m'engage presque en l'évoquant, il est dit qu'aujourd'hui, quasiment systématiquement, il y a 2 dossiers. Le dossier du patient,
et le dossier interne. Je n'ai pas la preuve absolue de cela, mais combien d'infirmières me le rapportent, c'est ce qu'on vous a dit également. Et ça, c'est bien évidemment que c'est pas acceptable, c'est tout à fait inacceptable. Et maquiller un dossier, Ça relève d'un délit pénal, donc c'est un fait aggravant, un de plus, bien sûr, si on apporte la preuve. C'est toujours pareil, hein, c'est facile d'accuser, il faut apporter les preuves. Nous, on est persuadés que pendant 48 heures, on était en face de notre fils qui était mort, hein, et il nous faisait croire qu'il y avait de l'espoir. Il faudra qu'ils rendent des comptes, ils vont être auditionnés. Vous pensez que chacun d'entre eux va mentir délibérément à la police judiciaire, au juge d'instruction? Vous pensez que tout le monde va vouloir couvrir tout le monde? Non. Eh bien, je peux vous affirmer que ça ne se passe pas comme ça. Et une fois que la justice se mêle de cela et qu'on tape fort sur la table, eh bien, la vérité va ressortir, va rejaillir, j'en suis certain. Et quels que soient les résultats effacés ou pas, les mentions ou les non-mentions, on aura une vérité médicale. Ça, j'en suis profondément convaincu. Autre chose, je reviens là-dessus, je sais, j'insiste. Vous voulez du ferme, rien que du ferme, et une interdiction d'exercer à vie. D'accord. On fera tout pour tenter d'obtenir cela. Mais ce n'est pas les habitudes des tribunaux. Ce n'est pas la réflexion d'un magistrat quand il condamne un chirurgien. Qu'est-ce que vous attendez de la justice, là? Que les médecins soient condamnés comme le commun des mortels. Voilà. Et qu'ils soient justiciables comme tout le monde. Parce que c'est pas l'impression que ça me donne. Que quand j'entends Maître Couvry qui me dit que malheureusement il ne risque que du sursis, mais attendez, c'est quoi? C'est une secte, c'est une caste, c'est la Camorra, c'est... Je sais pas moi, c'est... Je sais pas, on est dans un pays libre, on est égaux devant la justice, non? La balance de la justice, elle est où? Moi, mon fils, il a pas pris du sursis, hein. Il est entre 4 planches et il reviendra jamais. Est-ce que les praticiens de santé sont des justiciables comme les autres? Il faut peut-être se poser la question d'abord de savoir si les praticiens de santé sont des gens comme les autres. La justice est la même pour tous, mais elle est aussi fonction des personnalités. J'ai du mal à considérer qu'un médecin qui commet une erreur alors qu'il espérait faire un geste qui soulage et aboutit au résultat inverse, doivent être nécessairement traités comme quelqu'un qui a pris son véhicule pour ses besoins personnels et qui, parce qu'il téléphone ou parce qu'il pense à autre chose, renverse un piéton. Le médecin, lui, de 8h du matin à 8h du soir au mieux, il va prendre 250, 300, 400 décisions et à chaque fois, il va prendre un risque. Ce risque, il est inévitable et c'est une donnée qu'on ne peut pas écarter. Des procès pour homicide suite à une erreur médicale, il n'y en a que quelques dizaines chaque année en France. Nous sommes au tribunal de Bobigny. Aujourd'hui, Maître Coubris défend Priscilla. Bon, Priscilla, vous allez comment? Un peu stressée. Angoissée? Ouais. Vous savez que vous n'avez pas à prendre la parole. Hein. Ouais. Vous restez simplement comme simple spectateur, mais je me doute bien que c'est des moments très difficiles. Vous avez vu la salle? Non. Elle est ouverte, on peut y aller. C'est gentil, merci. Priscilla a 29 ans. Cela fait 2 ans qu'elle attend le procès de l'infirmière qui a provoqué la mort de son père suite à une inversion de médicaments. Le médecin a donné certaines instructions à l'infirmière, lui demandant d'injecter du chlorure de potassium dans une poche en perfusion et du Lasix directement. Le Lasix est fait pour évacuer l'eau qu'on a dans le corps. Et puis elle a interverti en fait ces injections et mon papa a eu du chlorure de potassium directement en intraveineuse, ce qui a provoqué un arrêt cardiaque de suite. L'infirmière, c'est Françoise, cette jeune femme de dos. Ça va, ça se dénoue un peu? Ça se dénouera après. Aujourd'hui, elle est venue à son procès avec un ami, son mari et son avocat. J'aimerais que la justice comprenne que je suis pas une meurtrière. Ça
fait 2 ans que je pense à ce moment-là, à la famille. Ce passage-là a privé une personne de son papa. Ça engendrait beaucoup de douleur et de souffrance des deux côtés. Et c'est pas pour ça que j'ai fait des études d'infirmière. C'est pas pour ça que j'ai mon diplôme. C'est pas pour vivre ça que j'ai fait ça. Comment aujourd'hui une infirmière dans un hôpital français peut-elle confondre 2 médicaments? Pour comprendre, nous sommes allés à l'Institut Montsouris à Paris. Démonstration dans cette salle d'opération. Au-dessus du malade opéré ce jour-là, 2 poches de produits, 2 poches visuellement identiques. Voilà, ça c'est le ringer. Belvoluvem, il est là. Voilà. C'est exactement le même. Il y a juste... c'est juste écrit. La présentation est même, la couleur est la même, tout est pareil. Dans l'urgence, on lit moins. C'est vrai, on lit moins. C'est peut-être aussi une source d'erreur de ne pas lire. Hein. Et celle-là, celui-là, on le passe dans les coronaires pour arrêter le cœur. Avec un soluté à base de potassium qu'on rajoute dedans. Et donc, si on inverse les deux, ça ne fait pas du tout la même chose. Là, par contre, ça peut être grave. Faire un arrêt cardiaque, comment on fait des Belvoluvem? Oui. On peut faire un arrêt cardiaque, je pense que c'est bon. Juste à côté, un autre exemple. Voilà, vous avez, alors là c'est flagrant, vous avez l'éphédrine et l'atropine. Même grandeur d'ampoule, même type d'écriture. Donc on a un peu poussé des hauts cris quand on a vu ça, parce que ça n'a pas du tout la même utilité. C'est-à-dire ? Ben, y en a un, c'est pour remonter la tension, et l'autre pour la fréquence cardiaque, donc ça n'a quand même pas les mêmes effets. C'est voulu pour aussi qu'on incite le personnel à lire et à relire avant l'injection. On ne peut pas tout lire. Et par exemple, nous, on fait des gardes, on travaille la nuit, on fait des urgences la nuit à 3 h du matin. Quand vous voyez l'écriture sur les ampoules, vous vous rendez compte le risque C'est nos fameuses ampoules. Il y a un risque d'erreur, il y a un risque. Moi je dis que si on ne fait pas attention, il y a un risque. Responsable de la pharmacie, Joëlle de Maria placarde régulièrement un peu partout dans l'hôpital des affichettes sur les médicaments à ne pas confondre. Je viens voir si Lia d'hier, elle a mis ça. Tu les as vus? Non? Tu les as pas vus? Sur ces poches-là, par exemple, c'est vrai qu'on peut se tromper facilement. Moi-même, ça m'est arrivé. Hein. Donc c'est au dernier cours, quand vous le branchez, vous voyez que vous avez fait l'erreur, quand vous le débranchez et vous le mettez, vous le jetez. Donc vous avez eu chaud. Ah mais ça arrive à tout le monde. Hein. Actuellement, c'est le problème, la confusion des genres au niveau des solutés. Ça c'est fréquent. Hein. Ah mais à chaque fois, je suis la méchante pour ça, parce que c'est moi qui achète. Donc en général, je suis la méchante, parce que c'est de ma faute s'il y a ça dans l'établissement. Voilà. Donc, je pense que je vais être obligée de revenir en arrière là-dessus. Même si on me demande de faire des tas d'économies et donc de passer le plus de volume chez un même fournisseur pour rationaliser les coûts, je vais quand même reprendre le Ringer dans l'autre laboratoire de façon à avoir une poche un petit peu différente qui donne une alerte. Mais ça nous fera pour les volumes utilisés, je crois que je l'ai calculé, 11 600 € de plus de dépenses par an. Quant aux médicaments que Françoise l'infirmière a intervertis avec un autre, ce sont les laboratoires eux-mêmes qui ont décidé d'agir et de différencier sa présentation. Avant, le chlorure de potassium avait cette tête-là. Voilà. Donc en fait, avant, on avait de l'écriture noire sur une ampoule en vert, exactement comme le chlorure de sodium, exactement comme le chlorure de magnésium. Toutes les ampoules étaient pareilles. Les ampoules de chlorure de potassium, maintenant, se présentent comme ceci. On a une écriture en rouge. Pour quelle raison? Parce que c'est le produit qui a entraîné le plus d'accidents, en fait. Et c'est le produit qui entraîne les accidents les plus importants s'il est injecté non dilué.
dire si c'était la date de ta naissance? Franchement. Le père de Priscilla, c'était cet homme, Claude. C'est à lui que Françoise l'infirmière a injecté par erreur le potassium en intraveineuse. Entré à l'hôpital pour un problème cardiaque diagnostiqué tardivement, Claude fait une crise et dans la panique, l'infirmière se trompe de médicament. Le chlorure de potassium injecté en intraveineuse directe entraîne systématiquement un arrêt cardiaque définitif et a pu être utilisé à de telles fins dans certains États nord-américains pour les condamner à mort. En fait, après cette erreur, je me suis renseignée en fait sur le chlorure de potassium et aussi lors de l'expertise, j'y suis que en injection intraveineuse, ça provoquait des douleurs horribles. Et ce qui me dérange le plus, c'est de savoir qu'il a souffert. Et puis, je me dis que c'est pas juste. Enfin, il avait 50 ans, il y a 50 ans. On devrait pas mourir à cause d'une erreur d'injection. Enfin, je trouve pas ça juste. Depuis le début, je veux jouer la transparence. J'ai jamais voulu rien cacher. J'ai toujours dit ce qui s'était passé, ce que j'avais fait. Et voilà. Encore une fois, devant le tribunal, je dirai ce qui s'est passé. Je ne cacherai pas les choses. J'y vais, voilà. J'y vais. Finalement, après 2 heures de procès, le tribunal retiendra que Françoise était une bonne infirmière, mais qu'au moment de l'accident, elle était enceinte, fatiguée et à 5 minutes de la fin de son service. Elle sera reconnue responsable de la mort du père de Priscilla et le procureur réclamera 18 mois de prison avec sursis, sans interdiction d'exercer. Je suis vraiment désolée, c'est vrai. Faut pas te démonter, faut pas t'effondrer, faut pas t'effondrer. La tension qu'il y avait. Je pense qu'il faut qu'elle pleure parce oui, que oui, toute pleurer, cette pression pendant 2 ans, oui, il faut lâcher ça. Il faut y rentrer dans la salle. Hein. Faut y aller. L'essentiel, c'est que j'ai ma part tirer mon diplôme. C'est tout ce qui voilà. compte. T'as pas d'interdiction d'exercer ton travail. Tu peux continuer d'exercer ton travail. C'est tout ce qui compte. Voilà. Pour arriver à des interdictions d'exercer, il faut quand même oui, il faut la maladresse, il faut la négligence. Si par exemple l'infirmière vous dit qu'il n'y avait pas de prescription, donc elle ne sait pas comment poser le potassium, là c'est normal de poser la question d'interdit d'exercer. Mais ici, elle est compétente, c'est pas remis en cause, dans le dossier. C'est une faute grave, ponctuelle, qui ne remet pas en cause les compétences. Et les 18 mois avec sursis, bon, on peut dire ces sursis. Faut les vivre, faut le vivre. Il faut continuer à travailler avec cette sanction ensuite. Donc j'espère que ça sera très réduit. Ce que le procureur a souhaité, c'est une sanction de 18 mois avec sursis. Ça reste une sanction importante, même si c'est avec sursis. Pour moi, c'est pas le plus... Ça n'a pas d'importance. De toute façon, ça ne changera pas votre souffrance. Rien, voilà. Ça, c'est certain. Alors après, c'est à son niveau à elle. Enfin, moi, je comprends pas qu'elle exerce encore, c'est autre chose que j'attendais quand même. Mais, pas au niveau... Oui. Et je pense que c'est ce qui me déçoit le plus, en fait. C'est même pas... Le fait qu'elle ait poursuivi finalement tout simplement son activité. Alors, fallait-il requérir une sanction professionnelle? La question s'est posée.
c'est vrai que c'est une tentation, elle a été prévue cette sanction par le Code, et c'est une tentation qu'on a assez fréquemment, parce qu'on se dit, la seule façon d'empêcher que ça se reproduise, c'est d'empêcher que cette infirmière retouche une aiguille, voilà. Bon. Mais c'est une première analyse qui relève, j'allais dire, de l'émotionnel et qui n'est pas forcément juste. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'elle soit aujourd'hui encore infirmière et qu'elle soit un exemple vivant pour ses collègues de ce qu'il ne faut pas faire. Un mois plus tard, la peine sera réduite à 12 mois avec sursis. Mais à cause de son casier judiciaire, Françoise ne peut plus travailler dans un hôpital public. Désormais, elle exerce dans une clinique privée. Le parquet sera amené à requérir des sanctions professionnelles s'il y a des fautes caractérisées. Ça peut être le cas d'un médecin qui vient opérer sous l'influence de stupéfiants ou d'alcool. Ça peut être le cas d'un médecin dont il sera établi qu'il multiplie les opérations pour des raisons purement financières à un rythme beaucoup trop soutenu. Ça peut être le cas du médecin qui, se sachant d'astreinte, aura passé son temps à une distance considérable du bloc opératoire, le mettant en impossibilité de réagir dans des délais qui soient raisonnables en cas d'urgence. Voilà. Dans ces cas-là, on réclame effectivement des sanctions professionnelles. On fait le test du bistouri là, s'il vous plaît. On va préparer de la noradrée au pouce-seringue. Moi les gars, rien n'est prêt là, hein. J'ai fait ce que j'ai pu là. Keto, c'est l'eau. Pendant longtemps, anesthésiste a été une des professions les plus poursuivies devant la justice. On va vous endormir, vous avez eu un accident. Mais vous inquiétez pas, là il faut qu'on s'occupe de votre bras. Alors monsieur, vous allez respirer tranquillement. Tu l'intubes, Gaëtan? Wesh, oui, pas facile. Hein. Nous sommes au CHU d'Angers. Un accidenté de la route vient d'arriver en pleine hémorragie. Je branche le respirateur. Il doit être en choc hémorragique là. Il a saigné beaucoup là. On va commander du sang. Il faut l'endormir de toute urgence. Non, j'ai pas fait de commande de sang pour le moment, tu sais, moi j'arrive comme toi là. Okay. C'est bon, ça respire. Ça saigne là, vous lui faites pas trop monter la tension. Hein. Qu'est-ce qui saigne? C'était lumérale, c'était une plaie lumérale, elle est clampée. Il a quel âge là? Patient. Il a une trentaine d'années je crois. Immédiate. J'espère qu'il est pas maçon. Est-ce que ça saigne encore? Ouais, j'ai déclampé. Non, c'est bon, c'est clampé. Non mais c'est clampé nous depuis tout à l'heure. Le patient désature. Tu vas... Il désature? Oui, on va... Je sais pas, reprends-le au circuit externe. Tu veux que je reprends l'externe? D'accord, je vais essayer de voir ce qui se passe. Mais brusquement, un mauvais branchement dans le matériel de réanimation met sérieusement la vie du patient en danger. Il y a un problème avec cette machine, je sais pas ce qui se passe. Le problème c'est que moi j'ai pas eu le temps de faire les tests ce matin. T'as pas fait les tests? Ouais, j'ai pas eu le temps, je t'ai dit. Aucun test? C'est arrivé vite fait, on a rentré comme ça en catastrophe. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ballon accessoire était sur le circuit. Ah bah d'accord, ouais, tu m'étonnes. Voilà, donc c'est normal que c'était difficile pour lui. Il pouvait pas respirer. Cette fois, l'erreur médicale n'a aucune importance et pour cause, le patient est un robot. Je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, docteur. Faut faire quelque chose là, parce que je sens là que j'ai peur de mourir. Depuis un an ici, ce robot et toute sa famille aident les anesthésistes à s'entraîner pour prévenir les accidents médicaux. Je vous propose d'ausculter pour savoir, il y a des endroits bien particuliers pour entendre une auscultation normale. D'accord. C'est un mannequin haute fidélité, c'est-à-dire qu'il va reproduire, il va tenter de reproduire la physiologie d'un enfant normal. C'est-à-dire que tout d'abord, il respire avec une amplitude et une fréquence que je peux faire varier. Je peux le mettre en apnée. Alors on a le pouls ici. Et là, il cyanose. Hein. La lumière que vous avez, c'est que l'enfant cyanose. Dans quelques instants, une erreur va être simulée en conditions réelles sur ce bébé. Je vais préparer, t'inquiète pas, Pierre. C'est Pierre, l'interne anesthésiste, qui va être testé. Il n'aura que quelques minutes pour trouver l'erreur et la rattraper. Vous êtes deux acteurs. À l'intérieur, pendant ce temps, Jérôme le formateur explique le scénario. Tu es une jeune infirmière, tu viens d'arriver, on n'a pas le temps de te présenter tout le matériel. Tu vas injecter tes antalgiques, ta morphine,
mais le patient, l'enfant rapidement, va avoir une dépression respiratoire. L'erreur médicale qui est simulée, c'est une erreur de dosage en morphinique, puisqu'on a différentes ampoules de différents dosages. Et là, la jeune infirmière n'a pas pris la bonne ampoule, elle ne s'est pas rendue compte, et la dose est 10 fois plus importante. Toujours isolé dans le couloir, Pierre est donc le seul à ne pas connaître le scénario. Je me sens un petit peu stressé, comme dans un examen, parce que je sais que c'est une simulation, mais enfin, il y a les chefs qui regardent. J'ai pas envie de me planter devant tous les petits collègues qui vont me regarder, surtout que c'est normalement des situations que je dois être capable de gérer au terme de mon internat. Donc j'ai révisé un petit peu hier quand même mes drogues d'urgence. Dans la salle de réveil, la simulation commence. Gaëtan, c'est normal. T'as besoin de moi? Eh oh, petit bonhomme. Eh oh. Il a vraiment bien arrêté. Je vais prévenir. Ouais, tu vas appeler le médecin, on va mettre de l'oxygène. Tu vas le chercher tout de suite. Il est en train de le saturer. Il est à 90% de 7. Théo! Je comprends pas du tout. Enfin, j'ai rien fait de particulier. Respire ou pas? Luxe-le un petit peu. Je le luxe un petit peu? Ouais. Il est en apnée là. Tu as fait de la morphine? Ouais, je fais de la morphine. Combien? Ça devait être une ampoule de 0,5 mg, je crois. T'as fait 0,5 mg de morphine? Ouais. Ok. Vas-y, reprends-le un peu. Ça fait un quart d'heure qu'il est sorti du bloc. Mais il était bien réveillé quand il est sorti. Arrête, faut voir s'il reventile ou pas. Ouais. Si tu veux prendre la tête, tu peux. Pas du tout là, mais il est serré ou pas là? Ah, il est serré, ouais, il est serré, ouais. Sinon, faut appeler. C'est un peu merdique. Qui c'est qui l'a endormi là? Il fait les bons gestes, bien sûr, mais il va pas pouvoir tenir tout le temps au masque. Il va falloir qu'il prenne une décision qu'il est en train de faire là, c'est décider d'intuber l'enfant. C'est ce qu'il va faire. Il va mettre un tuyau pour envoyer au respirateur. Les jambes, ça va? Il a pas d'hématome ou de trucs comme ça? Non, il était bien. Hein. Il est pas devenu bleu? Non. Mais avant la morphine, il était bien ou il était pas bien? Il pleurait. T'as fait. Oui, il pleurait. Tu peux regarder ton ampoule de morphine quand même? J'ai poussé 5. Il a eu 5 mg de morphine. Il a eu 5 mg de 0,5. Il a eu 10 fois la dose. Pierre vient de trouver l'erreur, il doit vite trouver la solution. Ouais, c'est pour ça. Est-ce que tu as du Narcan? Regarde, premier ou deuxième tiroir. En quelques secondes, le médecin vient d'éviter au petit Théo d'avoir des séquelles irréversibles. Allez, petit Théo, se réveille. T'as pas pleuré, ouais, c'est bon. T'aurais pu pleurer. Parce qu'une vraie infirmière... Une vraie infirmière. Ah non, un truc comme ça, l'infirmière, elle tremble après. Ouais, mais tu l'as aussi rassuré. Ouais. Depuis un an ici, au CHU d'Angers, toutes les semaines on teste ainsi un médecin et un infirmier. Moi qui fais partie d'une génération d'avant, encore un peu, c'est vrai qu'à une certaine époque, on n'apprenait pas ça. On apprenait sur le terrain, indiscutablement. Et là, on sent bien que depuis quelque temps, il y a une sensibilisation plus forte. Et on considère aujourd'hui que les risques majeurs sont liés, bien sûr, peut-être en partie au matériel, moins à l'organisation, mais surtout au facteur humain. Facteur humain dans 75 à 80% des cas. Et la simulation fait partie des techniques, des méthodes pédagogiques et des techniques qui permettent de limiter l'erreur humaine. Donc, pour cette nouvelle simulation, on se retrouve au bloc opératoire pour endormir un patient. Grâce à ce type d'innovation, en 20 ans, les anesthésistes réanimateurs ont fait diminuer leur taux de mortalité par 10. Je vais avoir du mal à vous aider. Il faudra lui mettre quelque chose pour les fourmis. Voilà bientôt 4 mois qu'Anne a été amputée par erreur des 2 seins. 4 mois de douleur à attendre que sa poitrine cicatrise. Aujourd'hui, c'est chose faite. En attendant le procès et la chirurgie plastique promise par les médecins, pour la première fois, Anne va essayer de retrouver un peu de sa féminité perdue, des retrouvailles qui l'angoissent à quelques kilomètres de chez elle dans ce magasin de lingerie.
Oui, c'est ça. Bah, écoutez, je reste là-dessus. On reste, bah oui, on a finalement. Alors, au niveau de la prothèse, il existe une prothèse normale, enfin classique, qui se glisse dans une poche de soutien-gorge. Donc celle-ci, c'est la classique. Oui. Il y avait le modèle donc avec les petites ailettes. Et pour la poser sur le corps, de la même façon, on enlève de l'autre côté. D'accord. Et on la place sur le corps et elle tient. D'accord. D'accord. Si vous voulez, je vous propose de passer en cabine. D'accord. On va essayer les prothèses. Ici. Voilà. Alors, on va déjà essayer le sous-vêtement pour voir celui qui vous ira le mieux. Puis après, on équipera la prothèse. Il ne faut pas de contention, il ne faut pas de compression, il faut que vous soyez totalement à l'aise. Donc on en essaiera plusieurs s'il le faut. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça fait presque plus naturel. Oui. Vous allez voir, ça va vous réconcilier avec vous-même. Une fois dans la poche, vous voyez, ça vous fera... Non, ça ne se verra pas du tout, mais c'était pour voir le volume. Le volume qu'on avait choisi ensemble. Oui, c'est vrai. Regardez-vous de profil. Ouais. Est-ce que vous voulez montrer à monsieur? Si monsieur veut le voir. Si monsieur veut bien se... Il n'y a pas besoin de plus. Ah ben c'est toi qui vois. Maintenant, qu'est-ce que vous aviez avant? Comme volume, en bonnet? Beaucoup. Beaucoup. En 90. Oui, c'est le côté qu'on avait trouvé positif dans cette histoire. On avait dit qu'au moins... Je pourrais avoir ce que je voulais. Voilà. Mais s'il faut positiver, autant le faire de ce côté-là. Exactement. Mais moi, je vous trouve bien comme ça. Le modèle va bien aussi. Il est agréable au porter, tout coton. Oui. La patte de boutonnage, vous avez vu, même si vous pouvez resserrer encore un petit peu. Mais si vous êtes bien aujourd'hui, si vous êtes bien dedans, on va adapter la prothèse adhérente et puis ça fera un pas de plus. Un pas de plus. Oui. Venez avec moi. Une étape. Une étape d'avant. Pour retrouver votre femme, là. Ah oui, tout à fait, oui. Moi, je ne l'ai pas perdue, c'est elle dans sa tête qui a perdu quelque chose, mais moi, pas du tout. Ouais. C'est un long processus, moral, judiciaire... Oui, je trouve que ça commence à être long, tout ça, et c'est vrai que parfois, comme on dit, ça me prend un peu la tête, quoi. Mais je pense qu'il faut être patient. Vous espérez quoi? Je sais pas. Me retrouver, peut-être, sûrement. Me retrouver, essayer de ne plus penser à tout ça, parce que c'est vrai que quand j'y pense, bon, ben, c'est pas positif, quoi. Essayer d'oublier, j'oublierai jamais, quoi. Mais enfin, essayer de vivre avec, tel que je suis, et de l'accepter comme ça, quoi. Mais on verra quand. Maillot de bain, ça vous intéresse pas? Pas pour cette année? L'instant, je pense que non, j'ai déjà du mal à enlever ça. Vous voyez, là, il va falloir ouvrir un petit peu, Madame Bouton. Allez, maintenant c'est bon. Regardez, on voit rien, là. D'accord? Oui. Il faut retrouver confiance en vous. Merci. Voilà. Vous êtes adorable. Anne et Jean-Marie attendent maintenant la date du procès pour réparer les préjudices physiques et moraux accumulés depuis l'accident. Un an après la mort de Maxime, ses parents n'ont toujours pas de contact avec l'hôpital. Pour célébrer ce triste anniversaire, Thierry et Caroline ont appelé à une grande marche de solidarité. La perte d'un enfant est une chose terrible. La manière en est une autre. Lorsque nous remettons nos enfants entre les mains de médecins, nous leur donnons tout pouvoir. Cela est légitime. Mais par cet acte, nous leur demandons aussi de les soigner comme s'ils étaient les leurs. Malheureusement pour Maxime, ce sera le début d'un long calvaire, d'une agonie de plusieurs heures. Depuis 1 an, nous cherchons pour savoir, pour comprendre, et plus nous cherchons, plus le fardeau que nous portons est lourd. Nous ne trouvons aucune explication. Ne l'abandonnons pas une deuxième fois. Je vous remercie encore d'être présent aujourd'hui et demain. Merci pour lui. Depuis le décès de Maxime, une juge d'instruction a été nommée et une enquête judiciaire préalable commence à corroborer la version de ses parents. Le rapport dit qu'il y a eu une faute grave, puisque Max aurait dû être opéré et n'a pas été opéré. Donc, pour moi,
c'est déjà une bonne chose, mais c'est peu par rapport à tout ce qu'on a vu et vécu ces deux jours et demi avec Max. Est-ce qu'il y aura des expertises supplémentaires qui vont être demandées pour effectivement valider tous nos dires? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la vérité intégrale. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse. On lui doit au moins ça. C'était un de ses morceaux préférés et quand on écoute les paroles, c'est quand même... Je le voyais pas comme ça, hein. Le sens de monter là-haut, quoi. Hein. Depuis que t'es monté là, ici, moi je me sens toujours de trop. On va vous inviter à déposer une bougie en sa mémoire. Là, je vous remercie tous. En 20 ans, en France, le nombre de réclamations devant la justice a été multiplié par 4. Désormais, les Français osent demander des comptes à leur médecine, une médecine qui, malgré le risque de poursuite, reste ouverte à tous. Son système d'accès aux soins demeure aujourd'hui encore l'un des meilleurs au monde.